Avant même que Donald Trump monte à bord d'Air Force One en direction de Beijing, quelque chose s'est déjà produit, quelque chose qui change la nature réelle du sommet. Pour un style politique construit sur l'art d'arriver en faisant du bruit, le détail gênant, c'est que la réunion silencieuse avait déjà eu lieu avant. Le 6 mai, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Beijing. Il s'est assis face au plus haut diplomate chinois et lorsque la rencontre a pris fin, le ministère iranien des Affaires étrangères a publié un communiqué contenant une phrase que la plupart des couvertures médiatiques ont enterrée sous les formules diplomatiques habituelles. Après la rencontre, le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué que Araghchi avait informé le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, au sujet des discussions avec les États-Unis. Informé. Pas discuter, pas consulter, informer. Autrement dit, voici l'état actuel de ma négociation avec votre partenaire de sommet. Voici ce que l'Amérique demande. Voici ce que nous avons concédé. Voici ce que nous n'avons pas concédé. Voici où se trouvent nos lignes rouges. Voici ce dont nous avons besoin de vous avant l'arrivée de Trump. L'Iran a donné à la Chine un compte-rendu complet de la négociation entre les États-Unis et l'Iran avant même que les États-Unis entrent dans la pièce. Voilà qui relativise l'art de la négociation. Quand l'autre table a déjà lu le menu, réfléchissons bien à ce que cela signifie en pratique. Lorsque Trump s'assiera face à Xi Jinping le 14 mai et que la conversation se tournera vers l'Iran, ce qui arrivera, car la guerre en Iran devrait probablement occuper le centre du sommet, laissant moins de place pour résoudre des questions comme les droits de douane et l'approvisionnement en terres rares, Xi agira à partir d'une position d'information asymétrique. Il saura ce que l'Iran a dit à Trump, il saura ce que l'Iran a refusé d'offrir, il saura où l'accord est bloqué et pourquoi, il saura ce que l'Iran attend de Beijing comme prix d'un mouvement. Il saura exactement quelle concession du côté américain peut débloquer la réponse iranienne dont Trump a besoin avant novembre. Trump saura ce que les États-Unis veulent. Xi connaîtra les deux côtés. Ce n'est pas un sommet entre égaux qui cherche à naviguer un problème commun. C'est une négociation dans laquelle l'une des parties a déjà tenu une pré-réunion avec l'interlocuteur de l'autre camp. Et dans un sommet où l'Iran est l'enjeu central, le pays qui a informé Xi avant l'arrivée de Trump n'est pas une tierce partie dans la conversation. C'est la quatrième présence silencieuse dans la pièce. Il est difficile de vendre l'image d'un contrôle total quand la pièce comporte déjà une liste d'invités que vous n'avez pas rédigée. Établissons précisément où en sont les choses aujourd'hui, parce que la convergence des événements au cours des 72 dernières heures a été si dense et si lourde de conséquences que le schéma structurel qui se trouve dessous a presque entièrement été masqué par la vitesse du cycle. Médiatique, le sommet est dans 4 jours. Trump et Xi tiendront un sommet décisif à Beijing les 14 et 15 mai. Les deux dirigeants devraient avoir des discussions très larges couvrant les questions économiques, les droits de douane, l'intelligence artificielle, les contrôles à l'exportation sur les semi-conducteurs avancés, les terres rares, ainsi que les questions de sécurité, notamment l'Iran, Taïwan et les armes nucléaires. Des experts estiment qu'avec Trump confronté aux élections de mi-mandat en novembre et Xi s'approchant de son 4e mandat l'an prochain, les deux dirigeants souhaitent une période de stabilité stratégique. L'accord sur l'Iran n'est pas réglé. Washington attend une réponse iranienne à sa proposition de paix d'ici vendredi. Le protocole d'entente en 14 points reste non signé. Les combats ont repris dans le Golfe. Le cessez-le-feu est techniquement en place, mais il est contesté sur le terrain. Le détroit d'Ormuz fonctionne encore à une fraction du trafic commercial normal. La pression intérieure sur Trump est structurelle et implacable. Les prix de l'essence ont grimpé à une moyenne nationale de 4,48 $ le gallon, la Californie dépassant les 6 $ en moyenne. Le taux d'approbation de Trump sur sa gestion de la guerre en Iran est tombé à 33%. Les démocrates mènent par 10 points dans les intentions de vote au Congrès avant les élections de mi-mandat de novembre. Et la Chine, 4 jours avant le sommet, a déjà terminé sa préparation préalable. Non pas en lisant des rapports de renseignement, mais en accueillant dans sa capitale l'autre partie à la négociation et en recevant un compte-rendu direct de l'état des exigences diplomatiques américaines. La version de meeting électoral peut appeler cela de la force. La version en tableau Excel appelle cela un rapport de force qui se déplace dans la mauvaise direction. Voilà l'architecture de la situation. Maintenant, parlons de ce que la Chine détient réellement et de ce qui fait de ces éléments de vraies cartes, plutôt qu'un simple théâtre diplomatique. La première carte est l'information, et nous l'avons déjà décrite, mais l'information en diplomatie n'est pas seulement tactique, elle est structurelle. Le pays qui sait ce que l'autre camp veut, ce qu'il a concédé et ce qu'il ne peut pas concéder, ce pays fixe le prix. Chaque concession que la Chine fera pour rouvrir le détroit aura une valeur que
Xi pourra calculer précisément, parce que l'Iran lui a dit exactement à quel point Washington en a besoin. Chaque promesse que la Chine fera de pousser Téhéran vers l'accord aura un prix libellé dans ce que Washington devra offrir en retour. Et Washington ne connaît pas la formule. Beijing, si. Dans le langage de campagne, cela pourrait encore être présenté comme une négociation brillante. En arithmétique ordinaire, c'est entrer dans la salle sans le corriger. La deuxième carte, ce sont les terres rares. C'est celle qui inquiète le plus le milieu des affaires à Washington et celle qui risque le plus d'être échangée contre quelque chose de lié à l'Iran à la table du sommet. La Chine domine la chaîne d'approvisionnement mondiale des terres rares. Elle est le plus grand producteur mondial des 17 éléments utilisés dans des produits allant de l'électronique grand public à l'équipement militaire, notamment les avions de chasse F-35, les systèmes de missiles guidés, les moteurs de véhicules électriques et le matériel serveur pour l'intelligence artificielle. Après que Trump a fortement augmenté les droits de douane sur les produits chinois en 2025, Beijing a imposé des contrôles à l'exportation sur les terres rares en représailles. L'assouplissement de ces contrôles est maintenant l'un des principaux résultats que Washington espère obtenir du sommet. Grâce à la guerre en Iran, les grands dossiers pour les entreprises américaines, comme les terres rares et les chaînes d'approvisionnement, pourraient passer au second plan dans l'ordre du jour. L'urgence iranienne a remodelé les priorités du sommet et cette reconfiguration profite à Beijing, qui préfère faire le minimum de concessions nécessaires sur les terres rares, tout en obtenant le maximum de concessions sur les enjeux qu'elle valorise davantage. La conférence de presse peut toujours annoncer une victoire. La chaîne d'approvisionnement, elle, demande encore où sont les aimants. Relisez cela 2 fois. La guerre en Iran, en consommant la bande passante diplomatique du sommet, en rendant impossible pour Trump d'arriver sans cadre de résolution sur la table, en forçant les discussions sur les terres rares et les contrôles technologiques à passer au second plan, a involontairement donné à Beijing un levier sur l'ordre du jour du sommet qu'elle n'aurait pas pu fabriquer par négociation directe. La Chine n'a pas planifié la guerre en Iran, mais elle s'y est adaptée avec une précision qui, vue de l'extérieur, ressemble à de la planification. Voilà le danger de gouverner par le spectacle. Quelqu'un d'autre peut gouverner discrètement par la préparation. La troisième carte est la trêve tarifaire. La trêve commerciale d'octobre 2025 a réduit les droits de douane américains sur les produits chinois et assuré l'accès américain à des minéraux critiques. Les exportations chinoises vers les États-Unis ont continué de baisser, reculant de 11% sur un an au début de 2026. Mais la Chine a de plus en plus diversifié ses relations commerciales au-delà des États-Unis, se positionnant comme un partenaire plus stable et plus fiable sur les marchés mondiaux, avec des exportations en hausse de 20 et 8% sur un an au cours des 2 premiers mois de 2026 vers les marchés non américains. La Chine s'est détachée de sa dépendance commerciale envers les États-Unis pendant que l'attention de Washington était tournée vers l'Iran. Chaque mois où la guerre s'est poursuivie, les exportateurs chinois ont approfondi leurs relations avec les marchés de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine, compensant ainsi le recul américain. Au moment où Trump arrive à Beijing pour demander la prolongation de la trêve tarifaire et des achats agricoles chinois, la Chine négocie à partir d'une position de dépendance commerciale décroissante et non de vulnérabilité croissante. Les États-Unis devraient pousser pour un éventuel achat chinois de 500 avions Boeing et pour le maintien des importations chinoises de produits agricoles américains. Ce sont les résultats que Trump doit rapporter aux agriculteurs et aux travailleurs de l'aérospatial américain avant novembre. Ils sont réels, ils ont de la valeur. Et ils relèvent entièrement du pouvoir de Beijing qui peut les accorder, les retarder ou les conditionner à d'autres concessions. La Chine est l'acheteur, l'Amérique est le vendeur. C'est la dimension commerciale de ce sommet et elle reflète la dimension diplomatique dans chaque aspect structurel. Le slogan peut dire que l'Amérique tient les cartes, mais le bon de commande semble être de l'autre côté de la table. La quatrième carte est celle que tout l'Indo-Pacifique observe avec la plus grande inquiétude, c'est Taïwan. Xi devrait vraisemblablement soulever son opposition aux ventes d'armes américaines à Taïwan lors du sommet. Beijing veut éviter l'image d'une vente d'armes approuvée à Taïwan avant ou immédiatement après le voyage de Trump. Même un report des ventes d'armes constituerait un gain important pour Beijing. Trump a inquiété les observateurs en suggérant auparavant que Taïwan devrait payer les États-Unis pour sa protection et en affirmant qu'il avait consulté Xi sur la question précise des ventes d'armes à Taïwan. Un ensemble d'armements d'environ 14 milliards de dollars destinés à Taïwan, le plus important jamais prévu pour l'île, composé en grande partie de missiles de défense aérienne PAC-3 et NASAMS, est gardé sous silence avant la visite de Trump à Beijing. Le paquet est prêt à être officiellement annoncé dès que Trump donnera son feu vert.
Tout est prêt, mais le feu vert n'a pas été donné. Pour une administration qui aime tant le geste du pouce levé, c'est précisément ce pouce-là que tout le monde observe. Le feu vert qui n'a pas été donné. Cette phrase décrit avec une précision parfaite l'état de l'engagement sécuritaire le plus important que les États-Unis aient envers la démocratie la plus stratégiquement sensible du monde. Prêt à partir, entièrement préparé, en attente d'un président qui se rend à Beijing pour demander de l'aide aux pays qui s'y opposent le plus, dans une crise sans lien direct. Les analystes du CSIS ont noté que le Japon, la Corée du Sud et Taïwan seront particulièrement inquiets de la possibilité que Trump, cherchant à obtenir le soutien chinois sur l'Iran, fasse des concessions sur des enjeux qu'il considère comme vitaux. Des concessions sur des enjeux qu'il considère comme vitaux. C'est le langage diplomatique pour dire la sécurité de Taïwan sera-t-elle échangée contre Hormuz? Le paquet de 14 milliards de dollars sera-t-il annoncé après Beijing? Repoussé indéfiniment ou discrètement, réduit en portée en échange de quelque chose que Xi donne à Trump sur l'Iran et que Trump pourra présenter comme une victoire? Personne à l'extérieur de la salle du sommet ne connaîtra la réponse à cette question le jour même. La réponse apparaîtra au cours des semaines suivantes, selon que les paquets seront annoncés ou non, que le langage sera modifié ou non, et que le schéma de ce qui se passe après Beijing deviendra lisible. L'image de marque peut arriver instantanément. Les conséquences, elles, attendent généralement que les caméras soient parties. Maintenant, parlons de ce que la Chine a dit à l'Iran lors de la rencontre du 6 mai, parce que c'est la partie que la plupart des couvertures médiatiques ont réduite à des formules diplomatiques convenues, alors qu'elle mérite un examen plus précis. La Chine a pressé l'Iran de chercher une résolution diplomatique au conflit et de s'abstenir de reprendre les hostilités. La Chine a appelé à une fin immédiate des hostilités tout en exhortant les puissances belligérantes à poursuivre les négociations diplomatiques. La Chine a également appelé à une reprise rapide du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, bien que ce point ait été absent du communiqué publié par le ministère iranien des Affaires étrangères. La Chine a appelé à la réouverture d'Ormuz. Le communiqué iranien ne l'a pas mentionné. Cette divergence, l'appel public de la Chine à la réouverture du détroit, absent du récit iranien de la même rencontre, n'est pas une erreur administrative. C'est un signal délibéré des deux côtés en même temps. La Chine dit à Washington « Nous avons poussé l'Iran sur Hormuz. Nous faisons notre part. Nous sommes le médiateur responsable. » L'Iran dit à Washington « Nous n'avons pas accepté ce cadrage. Le communiqué chinois ne représente pas notre engagement. » Ce qui a été dit dans la salle n'est pas entièrement reflété dans ce qui a été publié. L'écart entre ces deux récits est l'endroit où vit la vraie négociation. Et il sera résolu dans la mesure où il le sera lors de la rencontre entre Trump et Xi, où le prix de la pression chinoise sur l'Iran pour rouvrir réellement le détroit sera négocié en temps réel. Ce n'est pas le genre de petit caractère qui se place facilement sur une casquette de campagne. Un conseiller principal de l'International Crisis Group a déclaré « Étant donné le rôle que la Chine a joué en aidant à ramener l'Iran à la table des négociations la première fois, j'imagine que la Chine jouera un rôle diplomatique important si l'Iran et les États-Unis pouvaient revenir à la table des négociations. » Le même analyste a noté que la Chine s'inquiète aussi du fait qu'un conflit plus prolongé exercerait une pression supplémentaire sur ses relations avec les pays du Golfe. Les motivations de la Chine pour vouloir une résolution sont réelles mais partielles. La fermeture prolongée d'Ormuz impose de vrais coûts à la Chine. Coûts énergétiques, pression inflationniste sur les marchés asiatiques avec lesquels la Chine commerce, tensions sur les relations avec les États du Golfe que la Chine a soigneusement cultivées. Beijing veut que le détroit soit ouvert, mais elle veut qu'il le soit selon ses propres conditions et son propre calendrier, pas ceux de Washington. La différence entre résoudre une crise et organiser un tour d'honneur se mesure généralement à qui contrôle le calendrier. Le Council on Foreign Relations a relevé quelque chose qui va au cœur du sujet. Xi a montré peu d'appétit pour exercer une pression aiguë sur le régime iranien, préférant laisser les États-Unis s'enliser dans un autre conflit au Moyen-Orient, pendant que des entreprises chinoises vendent de l'imagerie satellite utilisée pour cibler les forces américaines dans la région. Des entreprises chinoises qui vendent de l'imagerie satellite utilisée pour cibler les forces américaines, cette phrase n'a pas fait la une des grands journaux occidentaux pendant la semaine du sommet. Elle devrait être le titre de chaque note d'information qui arrive sur chaque bureau, au Pentagone, au Conseil de sécurité nationale et dans chaque ministère de la défense de l'OTAN, parce qu'elle ne décrit pas un pays neutre entre les États-Unis et l'Iran. Elle décrit un pays qui aide les deux côtés simultanément, en poussant l'Iran vers les négociations, tout en lui vendant les outils pour continuer à combattre. La manipulation sophistiquée des deux leviers
le médiateur indispensable qui est aussi le facilitateur logistique. Voilà à quoi ressemble réellement le fait de tenir les vraies cartes. Pas une alliance formelle avec l'Iran, pas une coopération militaire ouverte, un réseau de relations commerciales, diplomatiques, financières et informationnelles qui donne à Beijing un levier sur chaque partie simultanément, sans qu'une seule action soit assez attribuable pour déclencher une confrontation et sans qu'une seule relation soit assez exclusive pour fermer les autres. Le podium le plus bruyant du monde ne sert pas à grand-chose quand le levier est intégré dans le câblage. Le CSIS a évalué que même si la Chine se sent suffisamment confiante pour tenir tête à Trump sur de nombreux enjeux clés, notamment les sanctions, les contrôles technologiques, les minéraux critiques et l'Iran, l'empressement de la République populaire de Chine à tenir le sommet indique qu'elle est beaucoup moins confiante que beaucoup d'observateurs ne le croient. La récente visite à Beijing du ministre iranien des Affaires étrangères montre que la Chine se positionne comme ayant déjà pesé sur l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, une posture qui donne à Beijing quelque chose à offrir à Trump sans nécessairement le livrer. Moins confiante que beaucoup d'observateurs ne le croient. C'est le correctif important. La Chine n'est pas dans une position invincible. La fermeture prolongée du détroit est un véritable frein économique. La confrontation autour de la loi de blocage face aux sanctions américaines crée une incertitude juridique pour les entreprises chinoises opérant dans les deux juridictions. Les coûts de l'armée populaire de libération liés à la perturbation d'Ormuz, intrants énergétiques plus élevés, coussins de réserve plus serrés, pression inflationniste, sont réels, même s'ils sont bien gérés. Xi a lui aussi besoin de quelque chose de ce sommet. Il a besoin que la trêve tarifaire soit prolongée. Il a besoin que les contrôles sur les terres rares restent une carte qu'il n'a pas encore pleinement jouée. Il a besoin de l'image d'un succès diplomatique avec Washington pour gérer les publics intérieurs et les partenaires régionaux qui observent la relation du G2 comme un baromètre de la stabilité mondiale. Un analyste de Brookings a noté que Trump semble concentré sur la préservation de la trêve commerciale et sur l'utilisation de ce temps pour se protéger contre la dépendance envers la Chine pour des intrants clés. Même le scénario de l'homme fort doit faire une place au problème des pièces d'approvisionnement. Les deux camps, autrement dit, arrivent à Beijing en ayant besoin de quelque chose. La différence se trouve dans la qualité et la quantité de leviers que chacun apporte dans la pièce. Trump apporte la prolongation de la trêve tarifaire que les secteurs d'exportation chinois restant valorisent, le cadre d'achat de Boeing qui crée de la bonne volonté commerciale chinoise, les possibilités de réduction des droits de douane sur les biens de consommation et la capacité théorique de reprendre des bombardements à grande échelle contre l'Iran si l'accord s'effondre, une menace dont la crédibilité a été diminuée, mais non éliminée, par le Project Freedom Pause. J'y apporte le briefing iranien. La loi de blocage qui annule pour la première fois le droit financier américain à l'intérieur des frontières chinoises, les contrôles à l'exportation sur les terres rares qui tentent déjà les calendriers de fabrication de la défense américaine, le veto à l'ONU qui empêche toute autorisation multilatérale de recours à la force dans le détroit, la relation diplomatique avec Téhéran qui a déjà été utilisée 2 fois pour ramener l'Iran à la table, la question des ventes d'armes à Taïwan, qu'il est entièrement au pouvoir de Beijing de transformer en récit dominant du sommet si elle le choisit. Et le sommet lui-même, l'image d'un président américain se rendant à Beijing au milieu d'une opération militaire ratée pour demander de l'aide, c'est une scène difficile à présenter comme de la domination, même si la salle de communication va certainement s'y entraîner intensément. Une source chinoise parlant sous couvert d'anonymat a déclaré « Trump a retardé sa visite en Chine, probablement en partie parce qu'il estimait ne pas avoir obtenu assez de levier. » Mais regardez-le maintenant, l'impasse en Iran dure depuis si longtemps sans progrès. La même source a noté « Trump est très malin. Il ne vise pas directement la Chine, mais il a d'abord éliminé le Venezuela, puis il s'en est pris à l'Iran, coupant essentiellement les ailes de la Chine dans ces régions. Mais, a ajouté la source, la guerre en Iran ne s'est pas déroulée comme prévu pour les États-Unis. Cette source, un conseiller du ministère des Affaires étrangères à l'université Fudan de Shanghai, parlant avec une franchise inhabituelle, vient de décrire quelque chose que la plupart des commentaires occidentaux ont hésité à dire clairement. La Chine comprend la stratégie de Trump consistant à affaiblir les États alignés sur la Chine dans le monde en développement avant de confronter directement la Chine. Venezuela, Iran, la séquence n'était pas accidentelle et la Chine l'a observé, a absorbé la perte des prêts adossés au pétrole vénézuélien et de la couverture diplomatique iranienne dans le Golfe, puis a conclu que le pari iranien, contrairement au pari vénézuélien, n'a pas produit le résultat stratégique que Washington voulait. Le scénario promettait un chaos propre. L'intrigue a livré une longue facture. La guerre n'a pas brisé l'Iran, elle n'a pas produit de régime successeur pro-occidental,
Elle n'a pas démontré une efficacité militaire américaine capable de dissuader l'aventurisme chinois à Taïwan. Elle a produit un conflit insoluble, une crise du prix de l'essence, une fracture au sein de l'OTAN, un détroit bloqué, une loi de blocage chinoise, un taux d'approbation de 33% et un président qui se rend à Beijing pour demander de l'aide. La source de l'université Fudan a déclaré « La situation actuelle s'est en fait révélée favorable à la Chine ». Cette évaluation issue des cercles universitaires proches du gouvernement chinois constitue le bilan stratégique des 60 et 11 derniers jours, favorable à la Chine. Non pas parce que la Chine voulait la guerre, non pas parce que la Chine a orchestré la crise, mais parce que la Chine s'était préparée à la possibilité exactement de ce type de perturbation, avait bâti l'infrastructure institutionnelle et financière pour l'absorber, s'était positionné comme le nœud diplomatique indispensable et se trouve maintenant à 4 jours d'un sommet où chaque grand point de l'agenda de Washington, Iran, terres rares, droits de douane, achat de Boeing, Taïwan, exige quelque chose que seul Beijing peut livrer. Le discours de victoire peut être encore rédigé, mais la position de négociation a déjà été corrigée par les événements. Il existe une dernière dimension à cette histoire que la couverture du sommet a presque entièrement manqué. Et elle pourrait être la plus lourde de conséquences. Le sommet n'est pas la fin du processus. Il est le début d'un cadre. Ce sera la première de 4 rencontres potentielles entre Trump et Xi au cours de la prochaine année. 4 rencontres. Chacune d'elles sera une occasion d'extraire d'autres concessions, d'établir d'autres précédents, de normaliser d'autres déplacements dans la ligne de base de la relation. Beijing ne joue pas pour le résultat des 14 et 15 mai, elle joue pour le résultat accumulé de 4 sommets pendant le reste du mandat de Trump, dans une relation bilatérale où chaque précédent établi lors d'une rencontre devient le plancher de la suivante. Le Forum économique mondial a noté que le sommet combinera probablement des résultats économiques concrets avec des discussions géopolitiques plus sensibles, notamment des questions de sécurité. Le défi pour Washington, c'est que les résultats économiques, les achats chinois d'avions Boeing, de produits agricoles, l'accès aux minéraux critiques, sont simples à négocier et à annoncer. Les discussions géopolitiques, Iran, Taïwan, contrôle technologique sont complexes, facilement masquées par le langage, et produisent des résultats qui ne deviennent lisibles que des mois ou des années après la rencontre. C'est l'habitat parfait pour le marketing politique. Des produits simples sur scène, des concessions compliquées en coulisses. Trump quittera Beijing avec les résultats économiques. Les manchettes diront que la Chine accepte d'acheter 500 avions Boeing, que la Chine augmente ses achats agricoles, qu'un conseil commercial est établi, que les prix de l'essence commencent à baisser à mesure que le détroit rouvre. C'est la couche visible du sommet et elle est réelle. La couche invisible, le langage sur Taïwan qui a glissé d'une phrase vers le cadrage de Beijing, la vente d'armes qui n'a pas été annoncée, la reconnaissance implicite des intérêts commerciaux chinois dans le Golfe intégré au cadre de gouvernance d'Ormuz, le précédent selon lequel les sanctions américaines contre les entreprises chinoises peuvent être annulées par une loi de blocage sans déclencher de contre-réponse. Cette couche s'accumule silencieusement. 4 sommets, chacun représentant un degré d'ajustement. Aucun d'entre eux ne suffit individuellement à parler d'un renversement de politique, mais tous ensemble suffisent à en constituer un. La manchette peut être emballée dans le triomphe, la note de bas de page est souvent l'endroit où le prix se cache. L'Iran a informé Xi avant l'arrivée de Trump, c'est le fait. L'implication, c'est que ce sommet, la rencontre bilatérale la plus lourde de conséquences depuis des années, se déroulant sur fond du choc pétrolier mondial le plus grave depuis 1973, avec l'architecture de sécurité de Taïwan en jeu et la cohérence de l'OTAN déjà fracturée, est abordée par le côté américain avec une information incomplète sur la position de la partie qu'il a le plus besoin de faire bouger. Beijing détient le briefing. Beijing détient les contrôles sur les terres rares. Beijing détient le veto. Beijing détient la relation diplomatique avec Téhéran que Washington ne peut pas reproduire. Beijing détient la loi de blocage qui annule la juridiction financière américaine à l'intérieur des frontières chinoises. Beijing tient la question des armes à Taïwan en suspens, prête à cadrer tout résultat du sommet selon ce qui a été concédé ou non, et Beijing détient le calendrier politique, sachant que Trump a besoin de victoire avant novembre, que la fenêtre de besoin maximale américain est maintenant, et que les 4 prochains sommets lui donnent 4 occasions de consolider ce qu'elle extraira cette semaine. Le calendrier ne compte pas seulement les jours, il compte les points de pression. Le sommet commence dans 4 jours. Les vraies cartes ont été distribuées le 6 mai dans une salle à Beijing,
lorsque le ministre iranien des Affaires étrangères a donné aux plus hauts diplomates chinois un compte-rendu complet de ce que les États-Unis demandent et de ce qu'ils obtiennent. Trump s'envole vers Beijing. Xi sait déjà pourquoi. Et pour une fois, l'équipe avancée qui comptait le plus ne portait pas de drapeau américain à la boutonnière.